Jeudi, jour de paye, mais jour de podcast Leader RH. Merci d'être là. Aujourd'hui, j'ai une conversation avec Liliane Groslot, qui est directrice générale adjointe administration, services administratifs au Conseil CRI de la santé et des services sociaux de la baie James. Donc, ceux qui sont dans le domaine de la santé, vous allez en apprendre, c'est sûr. Ceux qui ne sont pas dans le domaine de la santé, vous allez aussi en apprendre. Moi, c'est vraiment... J'étais captivé de cette conversation-là. Liliane, oui, elle a les services administratifs, mais a été DRH une grande partie de sa vie. Les RH font partie des services administratifs. Donc, elle était DRH et elle a obtenu le poste de la direction générale adjointe. Elle va nous parler de ce parcours-là. On parle de gestion de talent, comment on doit préparer nos employés, nos potentiels à devenir éventuellement, à faire notre propre job, donc leur perception au Conseil CRI de la santé et des services sociaux, comment faire pour entraîner puis développer des talents. On parle de recrutement, si vous pensez que c'est difficile de recruter ou si vous pensez que c'est compliqué de faire du recrutement, c'est tout un challenge avec leurs contraintes et à quel point tout est large dans le travail RH, mais dans l'intervention en tant que telle, comment la dynamique CRI vient changer notre approche. Je suis persuadé que vous allez apprendre plein de choses. On a étiré un petit peu plus, on était un petit peu au-dessus de l'heure, mais je suis persuadé que vous allez aimer ça. Merci d'être là, merci de nous suivre. Si vous appréciez nos épisodes, allez liker, commenter, partager, mais surtout partager à d'autres membres de la communauté RH. Plus qu'on est de fous, plus qu'on rit, qu'on dit. C'est la même chose, plus qu'on est de leader RH à en apprendre sur d'autres, plus qu'on va se développer puis on va faire rayonner notre communauté RH au Québec. Bonne écoute! Liliane, bienvenue au podcast Leader RH. Merci. Très content de te recevoir. On s'est connus il y a quelques années. Donc, Liliane Groslot, directrice générale adjointe, services administratifs. C'est ça. Services administratifs, nous, on s'est connus. Tu étais directrice des ressources humaines. Mais là, oui. je comprends que sous ton chapeau de services administratifs, les RH sont dans ton chapeau. Fait que... ça reste dans mon cœur, les RH, hein, c'est sûr. Super. Fait que, on va certainement discuter de qu'est-ce que ça change dans ta vision d'avoir ce côté-là. J'aimerais ça reculer quelques années en arrière. Te souviens-tu ton premier contact avec les RH? Te souviens-tu ou as-tu toujours voulu travailler là-dedans? Ou... Au départ, je ne savais même pas que ça existait. OK. Je suis vieille, hein? Alors... Mais j'étais au Nouveau-Brunswick, je travaillais au niveau des dépendances pour le ministère de la Santé là-bas et j'ai vu un affichage de poste, directrice des ressources humaines pour l'hôpital de Baie-Comeau. Et j'étais à l'époque où je voulais revenir au Québec. Alors, j'ai appliqué sur le poste et je l'ai eu. Mais je n'avais pas vraiment de background en ressources humaines. OK. Alors, il devait être désespéré, j'imagine. Ton background, t'es en traitement des dépendances. Non, même pas. Moi, j'ai une maîtrise en théologie. OK. Puis j'ai un MBA. OK. Donc, c'est ça. J'ai fait mon MBA à l'Université de Moncton quand j'étais au Nouveau-Brunswick. OK. Fait que tu es originaire du Québec. Oui. Tu es allé travailler puis étudier au Nouveau-Brunswick. Exact. Tu es revenu ici. Oui, c'est ça. Je viens de la Beauce, finalement. Là. C'est vrai que c'est... Théologie. Oui. Je ne dois pas être le premier à faire cette face-là. La question qui tue, c'est ça. Pourquoi la théologie? Je pense que je voulais enseigner, aller faire éventuellement un doctorat puis enseigner l'éthique. Ah, OK. J'aurais aimé ça, me rendre jusque-là. Mais la vie fait qu'à un moment donné, il faut travailler, tu sais. Mm-hmm. Donc, c'est ça. L'éthique, pratique en RH. C'est pratique en RH, c'est pratique dans les organisations de la santé tout le temps. Assez souvent, j'ai été demandée pour faire partie des comités d'éthique à cause de mon background, justement. Là. OK. Fait que tu fais théologie, puis ton MBA, c'est plus tard dans ta pratique. Tu travaillais déjà comme DRH quand tu as fait ton MBA? Non, j'étais au Nouveau-Brunswick en dépendance. C'est là que tu as fait ton C'est MBA? là que j'ai fait mon MBA, avant de revenir au Québec. Ouais. Fait que là, tu t'appliques sur un poste à Baie-Comeau. À Baie-Comeau. Fait que ta fille de la Beauce commence à Baie-Comeau.
sur un poste de DRH. Exact. Première expérience en RH. Ouais. Puis c'était un poste de DRH dans le réseau de la santé. Dans le réseau de la santé, c'est ça. Alors... Fait que tu étais DRH d'un établissement, Oui. du CIS. Je sais pas comment ça s'appelle. Je vais peut-être me tromper, ça a changé. Ça a changé souvent. Mais c'était vraiment l'hôpital de Baie-Comeau à ce moment-là. Un peu plus tard, il y a eu la fusion avec les CLSC, les CHSLD. Ça, j'ai vécu ça. Mais je suis arrivée vraiment à froid, à l'hôpital de Baie-Comeau, DRH. Puis là, j'avais un coach. Puis tu avais une équipe, tu sais quoi, ça, à l'époque? Un hôpital, il y a combien d'employés? Il y avait à peu près à Baie-Comeau 500-600 employés. OK, quand même. J'avais une équipe de, je dirais, au total 15-20 employés. J'avais la paye à ce moment-là en dessous de moi aussi. La fameuse question, la paye, elle va où? Elle va-tu au RH? C'est ça. Alors, à ce moment-là, je l'avais. Fait que j'ai appris qu'est-ce que c'était une liste de rappel, puis les conventions collectives, comment dealer avec les fameux syndicats. Hein? Oui. Nos partenaires de tous les jours. Fait que c'est ça. J'ai appris sur le tas. Je dirais ça comme ça. OK. Puis comment ça a été perçu que la DRH qui arrive n'a pas d'expérience RH puis tu supervises des gens qui sont déjà en RH? J'ai pas vécu d'accrochage par rapport à ça. Non, je pense que c'était connu. J'avais... en dépendance, évidemment, j'avais des équipes avec moi. Là. J'étais directrice aussi. Ça fait que j'avais des employés. Ça fait que je savais un petit peu comment gérer des employés. Puis j'avais un directeur de ressources humaines avec qui je faisais affaire. Ça fait que je savais un petit peu, j'avais quelques notions, là, mais tu sais, je n'étais pas au premier plan. Là. C'était, j'ai appris à la dure. Tu es encore là-dedans. Faut croire que tu as une piqûre, certainement. Fait que tu fais ça combien de temps à Baie-Comeau? 5 ans. 5 ans? 5 ans à Baie-Comeau. Avant de m'en venir ici à Lévis, au CRDI, en déficience intellectuelle, comme DRH aussi. OK. Est-ce que ça change, mettons, un milieu hospitalier versus un milieu... Ou c'est à peu près les mêmes conventions collectives? C'est ça. C'est les mêmes conventions collectives. Les titres d'emploi sont les mêmes. Les problématiques sont les mêmes. C'est vraiment la clientèle qui est différente. Ça roule-tu 24/7 pareil, le CRDI? Oui. Ah oui, okay. Oui. Les déficients intellectuels vivent dans des petites maisons. Ils sont supervisés par des employés. Ça fait des employés qui sont là 24/7. OK, fait que c'est pas un établissement. Non. C'est plusieurs petites maisons où des gens... Oui, parce qu'on veut leur donner une vie normale, si tu veux, là, familiale. Okay. Donc, ils sont quelques personnes déficientes intellectuelles qui vivent dans une petite maison et il y a des intervenants qui vivent avec eux autres. OK. Puis qui ils font des apprentissages. Des fois, ils vont dans des centres de jour, dépendamment de leur situation. Là, mais c'est une autre clientèle, puis ça demande des habiletés différentes aux employés. C'est pas pareil. Si tu travailles en médecine-chirurgie, tu es préposé en médecine-chirurgie que d'être préposé dans une maison où tu as des déficients intellectuels. C'est pas les mêmes habilités. Là, pourtant, tu as le même diplôme. Oui. Mettons, un préposé aux bénéficiaires ou une infirmière, peu importe le milieu où tu travailles, change ton skill set. Oui, la clientèle, on est là pour la clientèle, alors il faut que les gens aient les habiletés nécessaires pour répondre aux besoins de la clientèle. Fait que si tu as peur des déficients intellectuels, tu t'en vas pas là-dedans. Là. Tu resteras pas là, parce que ça ne fit pas avec toi. Puis ils ont des besoins énormes souvent, alors ça demande beaucoup de vocation, je doserais dire. Don de soi, d'engagement. De façon générale, travailler dans le milieu de la santé, ça prend une bonne dose. Oui, exactement. Ça prend une bonne dose. Puis, fait, à l'époque, quand tu es parti de Baie-Comeau, te rapprocher de ta Beauce natale, c'était-tu un affichage? Dans quel contexte? C'était pour te rapprocher? Ou... on venait d'avoir un enfant et on voulait se rapprocher des familles. Parce qu'on voulait que notre enfant soit en lien avec nos familles. Alors, comment on fait ça? Ben là, c'est ça. Il y a eu cette opportunité-là au CRDI. Alors, on s'est rapprochés comme ça. Ça a duré combien de temps? Avant le prochain? 5 ans. Un autre 5 ans. Moi, je vais par cycle, on dirait. Un autre 5 ans. Après ça, j'ai été directrice générale dans un CRDI en Outaouais. Ça a duré 1 an. Il y a eu des fusions. C'est que le poste a été aboli. Ça s'est tout fusionné, ces affaires-là. Puis, c'est la première fois où tu levais un peu plus l'hélicoptère, puis là, tu prenais juste la fonction RH, mais les interactions entre ces autres départements. Pour réaliser que je suis une bonne deuxième. OK. Je suis vraiment bonne deuxième. Être en avant, puis avoir les visions, puis tirer tout le monde avec toi, puis être tout seul aussi.
Parce Ouais. que quand tu es le DG ou le PDG, tu es tout seul. Hein? Lonely at the top. Oh yes. Fait que, tu sais, il n'y a plus de suite après. Là, tu prends la décision, ça s'arrête là. Tandis que quand tu es deuxième, ben, tu peux encore en jaser. Là, tu peux C'est dans négocier. l'influence, c'est dans Ouais. t'as un pouvoir décisionnel, mais C'est ça, exactement. Fait que j'aime bien ma position de DGA. OK. Là, c'est-tu là que tu t'en vas à Sorel? Ou? J'ai passé à Sorel, j'ai été 1 an aussi DRH. J'ai dépanné un petit peu pour me retrouver au Conseil CRI de la santé et des services sociaux de la baie James. C'est long. Hein? Il y a déjà plein de lettres. On est déjà mêlés. Là, on en rajoute 2 au début puis 2 à la fin. Exactement, c'est ça. T'as quasiment eu une vie de militaire à te promener un peu partout dans plein de régions. Oui, puis c'est pas nécessairement tout le temps facile pour la famille non plus quand on se promène comme ça. Ils sont tout le temps en adaptation. Hein, ça fait que c'est... Puis le fait que t'es, mettons, dans le même milieu de la santé puis tout ça, mais dans d'autres régions, tout ça, y a des dynamiques qui sont si... Tu sais, des fois, les gens disent « Ah, les gens de la Beauce, ouais, les gens de la Gaspésie. » Tu le sens-tu? Ou, Oui, on le sent dans les revendications que les gens font. On le sent dans la culture de l'environnement. Il y a des endroits où c'était extrêmement syndicaliste. J'oserais dire presque années 70, tu sais, avec les poings sur la table. Là. Et d'autres places où c'est très, très, très collaboratif. Ça dépend vraiment de la culture de l'organisation où est-ce que tu es. Mais oui, il y a des différences. Et particulièrement là où je suis actuellement, là, c'est extrêmement différent du reste du réseau de la santé. Là, c'est un monde. On va y venir. Le podcast Leader RH est une présentation de Ansia. Ansia, partenaire d'affaires en recrutement. La mission d'Ansia, c'est de faire en sorte que la pénurie de main-d'œuvre ne soit pas un obstacle à la croissance des entreprises. Donc, Ansia, pour ce faire, vous accompagne avec un panier de services et d'outils technologiques en attraction, recrutement et intégration. Merci, Ansia, de contribuer à l'essor des leaders RH d'ici et de faire briller cette communauté. Tu parles de... tu sais, moi, le contact que j'ai d'externe, même si je suis dans le milieu RH, avec les négociations dans le domaine de la santé, bon, c'est des comités nationaux, syndicats, tout ça, puis c'est un peu partout, mais il y a l'unité locale en tant que telle avec laquelle tu deals. Tu te dis, c'était pas les années 70, c'était quasiment les années 70, tout ça. Comment est-ce que les relations patronales syndicales ont évolué dans le temps, dans le domaine de la santé, mettons? Ce que j'en perçois, c'est que les gens sont plus dans... Ils étaient plus dans une confrontation. Quand je suis arrivée à Bécomo, là, on était plus en confrontation. Les syndicats voulaient obtenir des choses. Le patron voulait pas trop en donner. On était plus dans un système plus de confrontation. Actuellement, je vis ça plus... on veut trouver des solutions ensemble. T'sais, on veut faire avancer. On a une problématique ensemble. La problématique, on la vit tous les deux. Comment on arrive à trouver une solution qui va être gagnant-gagnant? Moi, c'est plus comme ça que je le vis. OK. Parce que de l'externe, ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit à TV, parce que c'est au moment où ça échoppe, puis ça explose, puis sont en... Mais au quotidien, les lettres d'entente, tout ça, les comités de relations de travail... Il n'y a pas de... c'est sûr qu'on n'est pas toujours d'accord, hein? Ça, c'est clair. Mais en même temps... quand on expose notre difficulté, les gens comprennent. Hein? Les gens ne sont pas fous. Hein? Même si on est assis chacun de notre côté de la table, ben, ils ne sont pas fous. Il y a une problématique. Et leurs membres vivent des problématiques aussi. Puis nous autres, on veut garder notre monde. On veut que les gens soient heureux au travail parce qu'on veut qu'ils restent. Fait que si on veut qu'ils restent, trouvons des solutions. Soyons innovants, soyons créatifs. Trouvons des alternatives qui vont être viables pour les deux, qui vont rendre la vie plus facile à tout le monde. Mais on n'est plus vraiment dans la confrontation comme ça. Okay. Pas au quotidien, en tout cas. Puis comment, tu es pris avec le carcan national, mettons, de ce qui est négocié globalement, as-tu une certaine marge de manœuvre ou pour adapter? Bien, au Conseil CRI de la santé, on a de la marge de manœuvre. Parce que, si vous remarquez, quand il y a des discours du premier ministre ou du ministre de la Santé, il va tout le temps dire qu'il y a 17 régions au Québec. Mais on est la 18e. Et souvent, ben, on est peut-être oublié des fois dans des programmes ou dans des ententes qu'ils font,
Alors, il faut revenir à la charge de dire « Hey, allô, on est là. Comment on applique ça? » Ou des fois, ils vont donner des avantages aux Inuits. Tant mieux pour eux autres. Mais ils nous oublient aussi. Et on est pourtant dans le Nord, nous autres aussi. Alors, il faut retourner, il faut aller discuter avec les gens, me dire, bien là, nous autres aussi, on aimerait savoir ces avantages-là pour telle raison. Puis, il faut débattre notre point. En général, ça passe bien. Mais c'est ça. Il y a 17 régions plus une. 7 plus 1. C'est ça. Et c'est comme la loto. Et le complémentaire, le 22. C'est ça. Exactement. Excellent. Donc, tout ce qu'on entend présentement de Santé Québec, transformation, puis tout ça, vous êtes un peu écarté de ça. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. OK. On est invité aux tables pour écouter les discussions, mais on a été exclus de Santé Québec. OK. Rewind un peu. Tu dis, t'arrives, tu parles de Sorel, tout ça. Tu t'en vas au conseil CRI de la santé et services sociaux de la Baie-James. Ouais. Je comprends que tu es habitué de voyager et de déménager, mais là, ton bureau est où? Ça a l'air de. Ça veut dire que tu t'en vas dans le Nord? Ou... Puis, juste pour le bien des gens, là, tu t'as dit Inuit, tout ça. Si tu nous situes là, rapidement, c'est où le conseil de la Baie-James? Puis, cette différence? Il y a le CR3S, la Baie-James, qui est couvert par Chibougamau. Nous autres, on n'est pas avec eux autres. Fait qu'il y a un C3S de la Baie-James. Oui, c'est ça. Puis il y a un conseil CRI de la santé et des services sociaux de la Baie-James. C'est ça. Nous autres, on travaille pour les communautés CRI, les Premières Nations CRI. Donc, nous autres, on couvre 9 communautés. Alors, on part de Montréal, on s'en va à Val-d'Or, on s'en va à Amos, on continue le petit bonhomme de chemin jusqu'à Matagami. Et là, on arrive sur la route Billy Diamond. Alors, c'est 700 km environ, où il n'y a pas de réseau téléphonique. 700 km de bois. C'est du bois. Il y a une place où tu peux arrêter pour mettre de l'essence puis manger un petit peu si tu veux, une petite cafétéria. Puis là, L'étape. C'est l'étape. C'est l'étape de la Baie-James. C'est ça. Alors, il y a une route, puis tu files là-dessus et on dessert les 9 communautés CRI de la Baie-James. OK. Fait que mon bureau, j'ai un bureau à Chichesvie. Mon port d'attache est à Chichesvie. Et j'ai un bureau à Montréal. OK. Et la majorité du temps, ça se passe dans mon auto. OK. C'est pas un bureau mobile. Un bureau mobile, c'est ça. OK. Parce qu'on est tout le temps en déplacement. T'es combien de temps sur place là-bas? J'imagine que le télétravail puis la pandémie, ça a fait. Mais mettons, avant, quand tu as commencé, de débuter, t'allais là-bas une fois par mois? J'allais une fois par 4 à 6 semaines. Puis quand j'y vais, moi, j'aime ça y aller en auto parce qu'on peut amener des choses là, en auto. C'est pour ça que tu connais le poste. Oui, le 381 qu'on appelle. C'est ça. D'habitude, j'essaie d'y aller. Quand j'y vais à peu près pour 10 à 15 jours, tant qu'à monter, parce que c'est loin quand même. Là. De Lévis, on parle d'un 19 heures d'auto là, quand même. Okay. Parce que tu habites ici, dans la région de Lévis, tu as un bureau à Montréal, puis tu as un bureau à Chichesvie. Exactement, c'est ça. Quand tu prends tes fonctions de DRH, te souviens-tu qu'est-ce qui t'a le plus fait? Tu sais, tu dis que ça se ressemble beaucoup, mais on a des choses différentes. Tu te souviens-tu des éléments différenciateurs, hein? Travailler pour le conseil CRI de la santé, puis moi, je vais dire le public ou les 17 autres, le reste. C'est ça, le reste, la province. Oui, c'était extrêmement différent. La culture autochtone est totalement différente. Tu sais, c'est des petites communautés. La plus grosse ville, Chichesvie, c'est à peu près 5 à 6 000 habitants. OK, quand même. Et tout le monde se connaît. Tout le monde est parent. Quand tu travailles avec quelqu'un au bureau, une technicienne d'administration, c'est peut-être la fille de ton adjointe qui est mariée avec ton directeur des finances. Puis son enfant, il est responsable des achats, par exemple. Tu sais, c'est tout entremêlé comme ça. Alors, c'est extrêmement différent comme dynamique, mais la culture autochtone est extrêmement différente aussi. Le rythme, c'est complètement ailleurs, là. Dans quel sens? Ça court pas comme ça court dans le Sud, par exemple. Les gens prennent le temps de vivre. Les gens prennent le temps de faire un deuil s'ils ont un deuil à faire. 3 jours, c'est ton conjoint décède, là, ça marche pas avec la culture. Okay. Tu vas avoir des cérémonies, tu vas avoir toutes sortes de choses qui vont se passer. On va des fois fermer les bureaux pour permettre aux gens d'aller assister aux funérailles
par la culture ou parce que Par la culture. les gens se connaissent, c'est comme tu disais, Par la culture, c'est comme ça. Ah oui? Oui, c'est comme ça. Okay. Oui. Puis là, ben, s'il y a quelqu'un qui décède comme ça, ben là, tout le monde, on va donner des sous et on n'achètera pas des fleurs. On va appeler le traiteur, puis on va aller porter de la nourriture à la famille qui est endeuillée. OK. Mais le rythme est différent. C'est beaucoup plus lent. Ça ne veut pas dire qu'on travaille moins. On travaille de longues heures. Mais le rythme est plus lent. Les gens prennent le temps. Okay. Et ça, c'est ça. C'est ça, il faut s'habituer à ça quand on arrive. On a l'air un peu fou quand on arrive du Sud. Là. On court tout le temps. Là. Eux autres, ils marchent lentement, prennent le temps de se parler, prennent le temps de prendre, de s'informer de toi là, dans ta vie. Okay. Puis, et ça, on devrait apprendre de ça, je pense. Ouais. J'imagine que ça doit bâtir des relations différentes. Ouais. On parlait de conflits, puis de négociations, mais on n'est pas toujours en relation de travail. On est aussi à développer nos gens, à travailler, les coacher, etc. Fait que tu as du temps pour on a du temps pour ça. Oui, on a du temps pour s'asseoir puis parler. Puis si on est en retard d'une demi-heure à une rencontre, il n'y a personne qui va capoter avec ça, là. OK. J'étais pris avec quelqu'un. Ma priorité, c'était la personne qui était avec moi. Désolé, je suis en retard. Hey, là, est-ce que ça se traduit aussi dans les soins? Je faisais des blagues l'autre fois. J'ai été plus longtemps dans le bureau, dans la salle d'attente de mon médecin qu'avec mon médecin. Est-ce que, puis je pense que c'est une des doléances, des problèmes dans le soin. On n'a pas le temps de prendre le temps avec les patients. Est-ce que dans la prestation de soins, ça change aussi? Pas vraiment. Parce que les professionnels, malheureusement, c'est encore des gens qui viennent du Sud pour la grande majorité. OK. Parce qu'il y a des difficultés au niveau de l'éducation dans les communautés CRI, entre autres. Avoir des professeurs, c'est extrêmement difficile. Tout ce qui est maths, biologie, physique, chimie, là, malheureusement, c'est pas enseigné dans le Nord. OK. Donc, quelqu'un finit son secondaire 5, mais il est en manque s'il veut poursuivre ses études. Alors, il faut qu'il fasse du rattrapage. Donc, malheureusement, malgré qu'il y en a de plus en plus, mais malheureusement, il y a encore beaucoup je vais dire ce qu'on dit nous autres, des Blancs. Okay. Des Blancs qui occupent les postes plus de professionnels, infirmières, qui sont drillés. Puis est-ce que c'est des gens qui sont pas fly-in, fly-out, mais qui sont attitrés à vous un peu comme, je sais, dans les pharmacies, il y en a des pharmaciens volants qui vont partout, ouais. Plein de choses, les équipes vocales. C'est des gens qui sont dédiés pour vous? Exactement. On a des postes. Les gens appliquent sur des postes, puis ils viennent travailler. Habituellement, c'est 3 mois. Puis après ça, ils peuvent avoir un mois de congés différents, divers congés là, qui accumulent, puis qu'ils peuvent mettre là. C'est pas du fly-in, fly-out, là, mais c'est... C'est road in, road out dans ton cas. Oui, c'est ça. Mais, OK, si je dis aux gens qui nous écoutent de fermer le yeux et de penser à un poste difficile à recruter, probablement qu'un poste en santé, une infirmière, un poste bénéficiaire, ils doivent penser à ça, tu sais, dire c'est un enjeu. Là, ouais. Tu dois recruter une infirmière qui est au Sud, principalement, puis dire tu vas aller travailler à HCCB ou à d'autres communautés, dans un autre contexte, etc. Comment ça va, le recrutement? Sais-tu, ça va pas si mal. Oui? Oui, parce que j'ai l'impression que les gens voient que, on entend parler beaucoup plus des Autochtones qu'avant. On entend parler beaucoup plus de leurs besoins. Et puis, c'est un peu une aventure, tu sais. Tu dis, mais là, OK, je vais prendre un poste, je vais m'en aller dans le Nord, vivre une expérience. C'est pas juste une job, c'est une expérience. OK. C'est comme ça que vous le vendez aussi? C'est comme ça qu'on le vend. Okay. Puis ben, on est créatif dans nos outils d'attraction, rétention, là, okay. C'est sûr. Tu sais, le dimanche, l'hiver, on a des gens CRI qui font la marche en raquette, snowshoes, là, qui est une activité traditionnelle là-bas. Alors, les gens se rassemblent, puis ils vont marcher en raquette pour se rendre sur une île, puis se faire un petit festin sur l'île. Puis, fait que les gens sont vraiment attirés par ça. C'est quand même... Tu sais, je regarde que... Je me souviens, j'avais une cousine là, qui était jeune, qui disait « je m'en vais dans le Nord pour payer mes études, tu sais, faire une passe. » Une passe d'argent. Oui, une passe d'argent, c'est ça. 2 questions.
ça doit être encore là, cette mentalité-là, oui ou non? Ouais. Puis 2, il y en a combien que finalement, c'est plus une passe d'argent, puis ils disent « Wow, j'aime ça, c'est différent, puis je reste là, puis j'en fais... » Oui, on a beaucoup de gens qui restent. Oui. Mais, tu sais, faire une passe d'argent, c'est un grand mot parce que, tu sais, un piment rouge là-bas, là, il ne coûtera pas 99 cents là, ou 1,99 $, ça 7, 8, 10, 12 $. Là. Ah oui? Oui. Tu n'en as pas nécessairement ça fait tous les cher jours. le fajitas. Oui, c'est ça. Tu n'en as pas nécessairement tous les jours parce que la livraison n'est pas à tous les jours. OK. Donc, tu surveilles la date de livraison. Tu vas chercher tes légumes dans ce temps-là, mais le coût de la vie est beaucoup plus élevé. La nourriture là-bas, c'est extrêmement cher. Donc, c'est... OK. Fait que c'est vraiment plus l'expérience. Puis dans leurs conditions pratiques, ils doivent-tu faire la route comme toi tu fais? Si le piment coûte 12 $, un logement, ça doit coûter une beurrée. Il n'y a pas de logement. Pas de logement? On ne peut pas acheter de maison, on ne peut pas louer un logement là-bas. Tout appartient au CRI. OK. Alors, le conseil CRI, nous autres, on construit des maisons pour nos employés. Alors, quand j'engage une infirmière ou un comptable ou un informaticien quelconque, il faut que je tienne compte, est-ce que j'ai une disponibilité de logement? Parce qu'il ne pourra pas se louer un appartement, il n'y en a pas. Les maisons là-bas, c'est surchargé. Les CRI peuvent vivre 3-4 générations dans la même maison. Là. Okay. L'accès à la propriété, là, c'est extrêmement difficile. Donc, les gens voyagent un peu en voiture. Moi, je suis un peu une exception. Mais on a développé des vols nolisés. On a le Norton Operation Center, qui sont des spécialistes en aviation, qui travaillent pour nous autres. Et on a 3 vols par jour qui fait aller-retour dans les communautés dans le Nord. Et le lundi, vendredi, on rajoute un vol. Donc, on a extrêmement de monde qui voyage par avion. Okay. C'est juste pour nous autres. Alors, on contrôle nos avions, on contrôle nos arrivées, nos départs. On contrôle si on a besoin de faire un détour pour aller chercher un patient dans une petite communauté dans laquelle on n'atterrissait pas nécessairement aujourd'hui. Alors, on a le contrôle là-dessus. Fait que les gens voyagent comme ça. Fait que c'est les mêmes avions que vous voyagez, c'est des avions dédiés au C3S Conseil CRI, ou c'est les mêmes avions qui transportent les... Mettons, je veux aller au sud, ou je suis un CRI, puis je vais aller à Montréal en vacances ou quoi que ce soit. Tu vas prendre Air Québec. Okay. C'est une compagnie CRI, Air Québec. Alors, ils ont leurs avions. Eux autres offrent des vols réguliers, des vols commerciaux standards à tous les jours ou presque, eux autres aussi. Mais nous autres, vu qu'on doit prendre en charge les patients, tu sais, tu es dans le Nord, tu as besoin de passer des tests qu'on n'offre pas dans le Nord. Alors, on doit te prendre en charge. On te prend en charge dans ta communauté, on te transporte, on t'apporte à l'aéroport, on t'embarque sur l'avion, on t'amène à Montréal. On a des chauffeurs, des traducteurs qui sont là, qui vont t'accueillir, on va t'amener à l'hôtel, on va te nourrir, on va te transporter à ton rendez-vous. On va te prendre en charge complètement et on te retourne. Aïe, OK, ça met un autre spectre de compétences de dire c'est ça. La plage de travail, la tâche. Puis dans la culture, la famille était extrêmement importante. Donc, tu voyages pas tout seul souvent. Tu vas voyager tu vas amener tes enfants, si tu as des enfants, ou tu vas amener, on appelle ça des proches aidants, là, qui vont venir avec toi selon ton âge, selon ta problématique. Alors, tu peux avoir quelqu'un qui t'accompagne. Fait qu'on prend tout ce monde-là en charge. OK. Tu dis des traitements, des examens, mais faites-vous des chirurgies? Faites-vous des accouchements? Y a-t-il une limite? Oui, il y a des grosses limites. Ah oui. On ne fait pas de chirurgie. On a un programme de sage-femme, ça fait 4-5 ans là, qui roule. Alors, on commence à faire de plus en plus d'accouchements sur le territoire. Mais dès que tu as une grossesse à risque, tu dois... on s'en va à Val-d'Or parce que c'est notre corridor de service qui est là. Okay. Alors, on prend en charge la maman, souvent le papa aussi. Puis, ils s'en vont à Val-d'Or. Et là, on les transporte, on les nourrit, on s'en occupe. OK. Ouais. Puis, comment dans l'organisation RH, ça change ou ça a un impact? As-tu les mêmes fonctions? Les gens en développement organisationnel, en formation, c'est les mêmes... C'est les mêmes fonctions, exactement.
La différence, c'est qu'on a tout le temps un biais sur la culture. Ça veut dire que si je veux développer un programme d'aide aux employés, par exemple, un programme d'aide aux employés qu'on a dans le Sud avec un numéro de téléphone, là, nous autres, ça ne marche pas nécessairement. Non. Parce que culturellement, on veut parler avec un elder. On veut parler avec un healer. C'est qu'on doit trouver dans les communautés des gens qui sont des elders, qui sont des healers, qui sont disponibles pour faire ce travail-là. Alors, ils n'ont pas nécessairement... Des sages. Des sages, c'est ça, des sages. Qui ont une certaine expérience, sont reconnus par leur père comme étant des sages. Et là, on prend des ententes avec eux autres. Es-tu disponible? Serais-tu disponible? On aurait des choses que, je sais pas moi. Et c'est souvent pas par téléphone, c'est souvent en présence, dans un tipi. Parce que le côté culturel est très important. Il est très guérisseur. OK. Il faut tenir compte de ça. Dans le protocole de traitement, il y a beaucoup de... Ça m'avait impressionné, là, comment... Bon, il arrive chirurgie, pas une chirurgie, mais un arrêt cardiaque, il y a tel symptôme, c'est des arborescences. Là. Oui, non. Est-ce qu'il y a une adaptation du traitement pour tenir compte de ça ou c'est les mêmes algorithmes? Au niveau physique, c'est la même chose. Okay. Parce que nos médecins, les médecins qu'on a viennent d'ici, viennent du Sud, viennent de Montréal, viennent d'un peu partout. C'est les mêmes protocoles. C'est les mêmes protocoles. Les infirmières, c'est la même chose. Tout est pareil. La différence, c'est plus si tu as un problème de santé mentale ou si il arrive un drame dans une communauté, un suicide ou quelque chose. Et là, c'est là qu'on va faire appel beaucoup plus à des healers ou des elders pour venir supporter la communauté, pour venir écouter, pour venir entendre. Ils viennent partager leur expérience. Donc, ça ouvre à la discussion. C'est un peu oral, hein? C'est une tradition orale. Alors, les gens parlent beaucoup, ont besoin de parler beaucoup, d'exprimer beaucoup. Il faut y aller avec ça. Puis ils parlent la langue cri? Oui. Ils parlent l'anglais. Fait que si moi, j'applique, il faut que j'apprenne la langue cri? Non, il faut que tu parles anglais, par exemple. OK. Parce qu'on travaille en anglais. Les cris parlent cri de plus en plus. Il y en a qui sont en train de le développer. Des fois, ça s'est perdu un petit peu dans les familles parce qu'ils se sont penchés plus vers l'anglais puis ils n'ont pas transmis le langage à leurs enfants, mais de moins en moins. Et toutes les célébrations, la cérémonie du lever du soleil à 3 heures le matin. À tous les jours? Non, pas tous les jours. OK. Non. Les cérémonies, c'est des moments spéciaux qui sont organisés. Ça fait que c'est plus quand il se passe quelque chose de particulier, là, il va y avoir des cérémonies qui vont se faire. Mais le smudging, là, la fumée avec le sauge, ça, c'est très, très, très régulier. Là. OK. Ouais. Puis dans ta pratique RH, ça a l'air de quoi? Bon, je comprends que là, tu es rendu administration, tout ça. Et c'est passionnant, là. J'ai les cours santé. Mais dans ta pratique, ça ressemble à quoi le nombre d'employés au Conseil CRI quand tu arrives? Aujourd'hui, j'imagine que ça a grandi. Oui, ça grandit. Tu m'as parlé du nombre d'établissements. Le département RH, ça a l'air de quoi pour soutenir combien d'employés? À peu près 80 employés qui sont répartis dans les différentes fonctions qu'on connaît habituellement. On a des affaires qui sont particulières. Tantôt, on jasait avant de commencer sur le programme de formation qu'on donne. Ça s'appelle Endudem. Alors, c'est un programme basé sur la relation. Alors, on prend les employés par groupe d'à peu près 50, 60, 70, 100 personnes. On les amène faire un programme qui est leadé par les CRI, évidemment, qui est adapté à la culture pour développer la communication. Ça, vois-tu, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Ça, c'est complètement nouveau. Le département aussi de Witchy Doing. Juste le dire, c'est quelque chose. C'est le département qui prend en charge les patients que je te contais tantôt. Là. Tu sais, quand tu as un examen qui génère toute la logistique qui entoure ça. On a près de 70 000 déplacements par année. Wow. Parce qu'un patient peut se déplacer plus qu'une fois. Hein? Alors, c'est tous les avions, tous les transports terrestres, toutes les prises de rendez-vous, tous les repas qu'il faut donner à ces gens-là, les chambres. On a un hôtel à Montréal qui est juste pour nous autres. On a loué à 100% pour nous autres.
Alors, c'est extrême. C'est un gros Ça, département. c'est les RH qui... Non, c'est pas les RH qui supportent ça. C'est un autre département. OK. Mais on a à peu près 3500 employés, bon an, mal an. Quand je suis arrivée, il y a 10 ans, on était à peu près 2000. OK. C'est quand même une grosse croissance. Oui, ça se développe beaucoup. On est en croissance comparativement au reste de la province. Ils font des bébés? Oui, beaucoup. Ah oui? Ah oui. Très. Les sages-femmes vont être occupées. Oh, oui, ils sont occupés. Mais c'est le taux de natalité, je pense, un des plus élevés au monde. Là. C'est des familles de 4, 5, 6 enfants, c'est pas rare. OK. T'es DRH. Il y a un poste de DGA administration qui apparaît. Ça t'est offert. C'est un intérêt de ta part. Comment ça arrive sur ton chemin? La DG, quand je suis arrivée comme DRH, a terminé son mandat, donc le poste est devenu vacant. Alors, le DGA administration est devenu DG, libérant son poste. Et là, il me demande d'être intérim pendant un petit bout. Alors, je fais l'intérim pendant 1 an ou 2, je ne sais pas trop. Et le poste a ouvert. J'ai appliqué sur le poste parce que je le faisais. Puis j'aimais ça, c'était très diversifié. Parce qu'est-ce qui se rajoutait de DGA? Parce que je comprends, toi, comme DRH, tu relevais d'un DGA. C'est ça. Fait que tu as à peu près 80 employés sous toi. Ouais. Après ça, tu as la DRH. DRH se rapporte à un DGA administration. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le chapeau? Il y a les finances, il y a les communications, les ressources informationnelles, les ressources matérielles. Il y a... Les bâtiments. Il y a Wichidwin. Oui, tout ça. Oui, toutes les bâtisses, la maintenance. Ça t'élargit le spectre pas mal? Beaucoup. Et le Norton Operation Center, que je ne connaissais pas ça, les avions. Hein? Alors là, il y a ça. Liliane. Oui, c'est ça. Alors, tout l'aspect vol aérien, tout ce qui touche ce volet. Y a-tu d'autres DGA dans le... T'as à peu près toutes les chemins. C'est comme, il reste quoi pour quelqu'un d'autre? Oui, on est 4 DGA finalement dans l'organisation. On a une DGA MIUP MAPSUM, qui est la santé physique, tout ce qui est nos CLSC dans les communautés, tout ce qui est les centres de jour, tout ce qui est plus aspect santé physique. On a Nishio, qui est tout ce qui est traditionnel. Alors, eux autres font de la traduction, entre autres. Ils donnent des programmes de cultural safety, sécurité culturelle. Eux autres, ils donnent ça. Alors, eux autres, c'est comme les chiens de garde de l'organisation pour protéger la culture. S'assurer qu'on respecte les choses. Et on a Poum Tatao, déjà Poum Tatao. Administratif, c'est facile à dire. Oui, c'est ça. Pourquoi toi, t'as pas le nom? C'est écrit, j'imagine. Je sais pas pourquoi. Poum Tatao, eux autres, c'est plus tout ce qui touche la jeunesse, la santé publique, toute la DPJ, ces volets-là, le développement de programmes, la planification. Là où ça peut faire Poum Papa. Poum Tatao. Poum Tatao. Tata. Ça a l'air, je le prononce pas bien, alors. Bon, écoute, imagine-moi. Chez mon nez. OK. Fait que là, à quoi ça ressemble ta prise de poste? Parce que TRH, même si tu avais de l'intérêt, puis tout ça, tu te mets à gérer des buildings, compagnies aériennes, des vols, réparation de la poignée de porte à 300 km du bureau. Faut la faire venir en plus, la poignée de porte. Écoute, ça se passe bien parce que moi, je pense que j'ai la qualité de savoir m'entourer. Okay. Je connais mes limites. Je sais que je suis pas bonne en réparation de poignée de porte, là, tu sais. Mais j'ai un call-in de bon directeur en dessous de moi qui, lui, connaît ça. C'est comme au niveau des finances, c'est comme au niveau des RH. Les gens qui sont là sont extrêmement compétents. Alors, ils m'éduquent beaucoup. OK. Tu sais, des tests de sol avec du radon, il n'y a pas de radon. Je ne connaissais pas ça. Mais mon directeur a pris le temps de m'expliquer. Puis, OK, c'est ça. D'accord. Puis si tu dis qu'il y a une culture de communication, de prendre le temps de faire, ça ne doit pas être rouler des yeux, dire « Voyons, Liliane, non, pas du je comprends tout. pas. » Non. Comment ça, tu comprends? Après 10 fois, là, il me dirait « Ben là... » Là, il a le droit de rouler des yeux. C'est ça, exact. Mais non, en général, les gens prennent le temps. D'expliquer, de montrer, d'accompagner. Ça fait partie de notre rôle, de développer les gens aussi.
Ça, c'est vrai. Quand on avait travaillé ensemble, puis ça m'avait marqué, quand on avait travaillé ensemble, on avait recruté quelques postes de direction, tout ça, puis tu sais, on explique le rôle. Puis dans le rôle, tu me dis, un des rôles, on recrute cette personne-là sans dire qu'elle est sur un siège éjectable, mais dans son rôle, s'il y a un CRI qui lève la main, qui a les compétences, c'est dans le rôle de la personne d'accompagner cette personne-là, de la former pour éventuellement... Fait que je t'embauche comme directeur des approvisionnements pour jouer le rôle de directeur des approvisionnements. Puis, by the way, s'il y a quelqu'un qui lève la main de la communauté, ton rôle va être de faire des approvisionnements puis de t'auto-éjecter. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça? C'est ça, oui. Ça ressemble à ça. C'est de la gestion de talent. Il y a bien des gestionnaires qui ont peur de faire de la gestion de talent. Vous autres, ça fait partie de la description de tâches. Ben oui, mais moi, je suis en fin de carrière. C'est moins stressant pour moi de dire je prépare ma relève. Ça va assez bien. C'est sûr que quelqu'un qui a 35 ans, 40 ans, qui rentre là, il dit OK, ben peut-être que je ne serai pas là toute ma vie. C'est sûr. Il peut être là toute sa vie. Là. Peut-être qu'il va dire ben moi, j'aime ça puis je veux rester. Là, on ne le mettra pas dehors. Mais on a un programme de relève qui est en place pour faire de la place au CRI dans les fonctions plus hiérarchiques, si tu veux. OK. Ça fait qu'on se retrouve... quand je suis arrivée il y a 10 ans comme DRH, c'était clair que mon mandat, c'était d'identifier quelqu'un de CRI, une ou des personnes, qui aurait du potentiel et qui serait intéressé à se développer pour éventuellement prendre ma place. C'est que mon rôle, c'est de les identifier, prendre le temps de les identifier, après ça, leur parler, évidemment, voir s'ils sont intéressés, et de les inscrire dans des programmes de développement. Fait que c'est tout encadré dans un beau programme où les gens se développent. Je vais te donner un exemple que je trouve très intéressant. Mon directeur actuel de ressources matérielles. Quand je suis arrivée il y a 10 ans, il était technicien en administration. OK. Son directeur me parle de lui en me disant « Hey, il y a du potentiel, il faudrait l'aider, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose. » Puis, bon, on commence à jaser avec, puis à le développer. On le rentre dans le programme de relève. Il a été nommé au mois de décembre comme directeur. Il a passé par différentes étapes. Il est devenu directeur adjoint pendant un bout de temps. Son directeur a pris sa retraite. C'est lui qui est embarqué sur le poste. OK. Puis ça, c'est c'est normal, mais c'est-tu normalisé aussi? C'est des programmes, c'est-à-dire, on identifie une personne qui a un potentiel. Y a-t-il un mécanisme où vous asseyez ensemble? Il y a une revue annuelle des... mettons, sans aller extrême, ça sonne péjoratif, comme vous pouvez le faire, mais une RH ou une direction RH qui dit je veux faire plus de gestion de talent, identifier mes hauts potentiels, je prends ça comment? On a tout un programme qui a été développé au fil du temps. On a travaillé beaucoup avec des compagnies, des consultants là-dessus. Annuellement, on revise. J'ai des gens qui sont dans les RH qui viennent s'asseoir avec moi et qui me disent OK, l'année passée, on avait identifié Pierre pour éventuellement devenir coordonnateur. Est-ce que son cheminement continue? Est-ce qu'il a-tu suivi les cours qu'il devait suivre? Est-ce qu'il a... excuse-moi. Est-ce qu'il a réussi ses cours? Est-ce que ça correspond à ce qu'il veut faire encore? Donc, je vais peut-être retourner parler avec Pierre et dire, puis comment ça se passe? Est-ce que... Puis on va réajuster son plan de développement en fonction de ces nouvelles ou les mêmes rêves qu'il a. Là. Ces conversations-là, tu dis, je vais aller... Et là, tu parles de quelqu'un dans ton département ou chaque gestionnaire a comme rôle... Tu sais, mettons, c'est-tu quelqu'un des RH qui va s'asseoir avec chacun des gestionnaires pour l'aider à évaluer son département, à identifier ces conversations-là? Le RH l'aide à avoir les conversations avec... Les RH vont nous soutenir dans cette démarche-là pour dire, là, lui, il devait faire telle formation et je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait. Ou ça va moins bien ces temps-ci, plus de retard, plus d'absence, il se passe-tu quelque chose? En bon gestionnaire, je dois m'occuper de mon monde. Hein, je vais aller prendre un café avec cette personne-là, puis on va regarder. Y a-t-il quelque chose qui se passe? On peut-tu t'aider? Puis des fois, les gens vont prendre un pas de recul parce que justement, ils vivent des affaires personnelles qui font partie de la vie. Puis après ça, ils vont revenir, puis on va continuer le cheminement.
Ou ils vont avoir, comme toi, tu disais, je réalisais comme DG, c'était moins ça. Exact. Chez l'autre, des fois, tu as un désir, une aspiration. Tu commences à le faire. On a un petit cours qui se donne. C'est Manager 101. OK. Alors, c'est une journée dans la vie d'un gestionnaire. OK. C'est donné par une firme de consultants avec qui on travaille. C'est que les gens qui veulent devenir gestionnaire puis ils ne savent pas trop qu'est-ce que c'est, ils vont faire ce petit cours-là. Ça ressemble à ça, être gestionnaire. C'est ça que je veux ou c'est pas ça que je veux? OK. Fait que là, les gens font une petite réflexion à partir de Signe en bas, 3 copies. C'est ça. Mais on essaie de les équiper le plus possible. Par exemple, les cris, c'est des gens qui se vendent pas bien, ils sont gênés. C'est des gens qui sont à l'écoute beaucoup, mais ils se mettront pas de l'avant. Là, alors, quand tu vas passer une entrevue, il faut que tu te vendes un peu. Alors, on a un petit programme pour dire, tu vas aller passer une entrevue, puis on va t'aider. Voici comment ça va se passer. Voici le type de questions que tu peux avoir. Qu'est-ce que tu réponds à ça? On va les guider là-dedans. Donc, ils arrivent en entrevue, ils sont beaucoup mieux préparés. Ils ont pris le temps de lire. C'est le rôle des RH. Ouais. C'est le développement organisationnel. Oui, c'est en DO, oui. cette direction-là qui fait ça. Puis, est-ce que ce programme-là est exclusif au CRI? Non. Ou tu pourrais identifier quelqu'un de dire cette personne-là a potentiel de... Oui, quelqu'un qui a besoin d'aide pour se préparer une entrevue peut cogner à la porte au RH et dire j'aimerais ça avoir un petit accompagnement, ça se peut-tu? Puis là, il va y avoir des rendez-vous de prix, puis ils vont faire. Le programme de gestion de talent, puis de croissance, n'importe qui qui est identifié. Puis ça représente, mettons, sur 3500 employés, il y a combien? C'est-tu 1%, 5%? C'est-tu 50 personnes? 200 personnes? Bon, il va par cohorte. Hein? On fait des cohortes parce qu'on est affilié avec McGill, entre autres, pour des programmes de formation, dépendamment où tu es rendu dans ton cheminement, puis les HEC, puis en différents groupes. Puis on fait des cohortes. Alors, on lance un programme, puis on va avoir, je sais pas, 50 personnes qui vont s'inscrire. Ça ne veut pas dire qu'il y a 50 personnes qui vont le finir. Mais depuis quelques années, on a sûrement, je ne veux pas avancer un chiffre... fantôme, mais on a eu plusieurs cohortes. De centaines. Sûrement, oui, c'est ça. Fait que ça fait partie de la façon de faire, de réfléchir pas juste qui sait qu'il va partir ou qui sait qu'on veut mettre dehors ou qui n'est pas performant, d'identifier qui est performant, il y a l'aptitude ou l'attitude pour faire ça. Oui. Puis on va investir en cette personne-là. Absolument. Investir dans le développement, là, nous autres, c'est une grosse affaire. Identifier la personne, si elle est intéressée, let's go, on y va. On embarque dans le programme. On va des fois même jusqu'à donner un poste à quelqu'un alors qu'il n'y a pas du tout les qualifications. Puis on va dire, OK, tu vas faire le poste, on va te le montrer. Puis tu vas, en même temps, on va te libérer, on va te payer des cours, tu vas aller faire X, Y, Z cours pour éventuellement avoir un diplôme qui va correspondre à la job plutôt. Ça se fait pas au Sud? Non, pas tant que ça, non. Les syndicats sont trop... faut avoir un poste, il faut que tu aies de la qualification. Nous autres, on dit plus... Nous autres, on veut promouvoir que les CRI aient le plus d'emplois possible. On veut les développer. Si je ne donne pas le poste, il va rester dans un poste qu'il n'aime pas. Il va peut-être s'en aller ailleurs. Fait que si je veux le garder, c'est quelqu'un que j'identifie à potentiel, je vais dire, OK, tu veux devenir comptable. OK. Là, tu ne seras pas comptable tout de suite parce que tu as un titre professionnel, mais tu peux commencer comme technicien, puis on va te développer. Voici le cheminement qu'on va te proposer dans les prochaines années. Ça te fait ton affaire. Puis on va l'évaluer en cours de route. Puis peut-être qu'il va finir comptable dans 5, 6, 7 ans. On ne sait pas. C'est merveilleux. Ça doit avoir tout un impact sur la rétention, taux de roulement. Absolument. Ça ressemble à quoi? J'ai aucune idée, c'est quoi les taux dans le domaine de la santé? Moi non plus, ça donne bien. Mais c'est sûr que les CRI sont un peu captifs de leur communauté. Hein. Tes CRI, tu restes dans la communauté, alors tu vas essayer de trouver un emploi dans les organisations CRI. Donc, des fois, les gens vont partir d'une organisation pour une autre, tu sais. Ils vont partir de nous autres, ils vont aller travailler au conseil de banque. Ils vont travailler avec le beau-frère. Exactement. Ils vont aller travailler à la commission scolaire, ils vont aller travailler au gouvernement CRI. Il y a différentes institutions. Puis des fois, ils reviennent parce qu'ils pensaient que ce serait mieux, puis ça ne l'est pas, en tout cas pour différentes raisons, mais ils sont un petit peu captifs. Les Blancs ou les autres nationalités,
On est moins captif, dans le sens que s'il y a des postes qui ouvrent dans le sud, mais je peux appliquer dessus. C'est ça, c'est pas la même réalité tout à fait. Mais on veut que les CRI, absolument, prennent en charge à 100% éventuellement tous les services de santé. C'est ça. Mais tu dis que ce programme-là est aussi admissible à Leblanc, pas nécessairement... Oui. Fait que pas avoir un plan de carrière, clairement... Absolument, oui, absolument. Oui, c'est très généreux. C'est généreux. Sur les 3500 employés, il y en a combien qui sont CRI ou de Premières Nations, ou c'est vraiment juste... Premières Nations, on a des gens de d'autres Premières Nations qui sont avec nous autres un peu. On a 74% de nos employés qui sont CRI. Quand même. Mais ces gens-là occupent les emplois les moins bien rémunérés à cause de la scolarité. Alors, c'est pour ça qu'on travaille fort à augmenter la scolarité pour qu'ils puissent avoir accès à une job comme la mienne, par exemple, éventuellement. Ça fait qu'on développe les gens le plus possible pour ça. Fait qu'il y a beaucoup de CRI, mais dans les jobs, c'est ça, moins payantes. Avez-vous fait du recrutement international? Un petit peu, pas beaucoup. Quelques dossiers seulement, pas vraiment. Nous autres, on a l'anglais. Au Québec, ils vont faire des missions pour recruter en France. Oui. Nous autres, s'ils ne parlent pas anglais, ça ne marche pas. Fait qu'il faut que tu parles anglais. OK. Vraiment, toi, ta relève? Oui. Et tu es passé par ce programme-là? Oui, ma relève est identifiée. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille ensemble pour développer cette personne-là, pour s'assurer que la journée que je pars, cette personne-là peut s'asseoir dans mon siège puis faire rouler le bateau. C'est que ça, c'est déjà fait. J'oserais dire qu'elle est déjà prête, puis elle attend que je m'en aille. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est une autre philosophie, je pense. Vraiment dans le... puis peut-être à un certain... sur un spectre extrême, mais il y a bien des... Juste prendre le temps, une fois par année, 2 fois par année, de s'asseoir comme gestionnaire pour regarder c'est qui dans mon équipe sont performants, cette réflexion-là, pas juste identifier avec qui, puis souvent on a tendance comme gestionnaire à toujours avoir en tête ceux qui nous font suer, puis tu sais qui est le problème, mais de réfléchir puis j'oserais dire que faire ça a quasiment plus de bénéfices parce que vous sont un peu plus, sans être captifs, mais ils sont dans la communauté. Oui. Ici, au Sud, si tu fais pas ça comme organisation, tu développes pas ton monde et il y a Indeed, il y en a des tonnes de jobs et de jobs qu'ils peuvent faire. Puis on se comprend que quand il y a des coupures budgétaires comme on vit actuellement, là, des restrictions, ben qu'est-ce qui part en premier? C'est souvent la formation qui est coupée. Hein? Ouais. Donc, c'est le développement. Alors que nous autres, ben, vu qu'on a un statut particulier, on gère notre bateau et on investit énormément dans le développement. Énormément. Parce qu'on veut que les CRI prennent nos places. C'est bizarre à dire, hein, mais c'est ça. Là, je vais voir à quel point tu es conflictuel avec toi-même. Tu sais, souvent, on entend le conflit des RH avec les finances. Oui. Les RH veulent avoir quelque chose, un logiciel, un programme, quelque chose, il faut qu'ils aient chicané avec les finances, etc. À quel point tu te chicanes avec toi-même, parce que là, tu as les 2 chapeaux. Ou à quel point ça t'a aidé d'avoir les 2 chapeaux ou d'avoir été dans une des chaises. Hey, sais-tu, on ne chicane pas. Okay. Quand c'est écrit, on a l'extrême chance de ne pas être en déficit budgétaire. OK. On est, je pense, le seul établissement de la province qui est comme ça. Et donc, moi, depuis que je suis là, on est tout le temps en surplus budgétaire. OK. Donc, si quelqu'un a besoin d'un outil de travail, on est en mesure de lui fournir. On n'a pas à faire 56 patentes, 56 courbettes, puis monter 3-4 plans d'affaires. On en parle. On a un comité exécutif, ce qu'on appelle un comité de direction ici, qui se rencontre toutes les semaines. Puis quand on a des projets majeurs, on en discute là, évidemment. Mais il n'y a pas de chicane parce que tu veux un logiciel. On veut juste savoir que ton logiciel ne rentre pas. C'est correct avec les ressources informationnelles, ce logiciel-là, qu'on n'a pas quelque chose d'autre déjà qui fait le travail. Puis ça va demander quoi comme soutien? Est-ce qu'on est capable de le soutenir? Mais au niveau financier, on est très, très chanceux. Okay. On ne jette pas l'argent par les fenêtres,
Mais on est en mesure. Je veux dire, si vous réussissez à équilibrer le budget, puis même en surplus, vous devez bien gérer. Là. Je pense que oui, mais on est en développement, nous autres. Ça fait qu'on est en train de construire des maisons pour les aînés. On est en train de construire des logements. T'sais. Je sais si bien, on va construire 80 logements pour accueillir les employés parce qu'on manque de place. On veut développer des services, mais pour développer un service, ça prend un employé qui le donne. Si j'ai un employé, ça me prend une maison pour le loger. Il faut que je construise des maisons en parallèle avec l'embauche. Il faut que ça se parle tout le temps, là, ces deux affaires-là. Hey, à la quantité d'entreprises qui ont de la difficulté à faire de la planification de main-d'œuvre, on fait souvent du recrutement massif. Puis là, une semaine, on est à moins 12. La semaine d'après, on est à plus 22. On n'a pas embauché 30 personnes. Ils ont de la misère à planifier. Vous autres, le mécanisme de planification, c'est plus juste j'ai besoin d'un employé. J'ai besoin d'un logement, j'ai besoin d'une place. Tu ne construis pas de maison, ça ne sort pas d'une boîte de Cracket Jack. Là, exactement, c'est ça. Fait qu'on a divisé notre organisation. Je te disais qu'on avait 9 communautés. On a divisé ça en pôles, 3 pôles différents. Dans les 3 plus grosses communautés sont des pôles. Alors, on construit des blocs appartements, si tu veux, là, dans chacune de ces communautés-là pour être capable de développer des services, pour être capable d'avoir du monde qui vient donner les services. On ouvre un nouveau CMC, ce qu'on appelle ici un CLSC, si tu veux, dans une communauté. Et là, on a besoin d'embaucher 27 personnes pour les nouveaux services. Ça me prend 27 maisons. Je les ai pas. Donc, il faut que je trouve une façon de faire pour loger ces personnes-là en attendant que je puisse construire les maisons. Ou y aller mollo avec l'embauche et l'ouverture de nouveaux services, arrimer ça pour faire en sorte que tout va tomber en place en même temps, là. Ça ressemble quasiment, on parlerait de recrutement international, mais il y a bien des endroits en Beauce, en Gaspésie, tout ça, où ils voulaient recruter à l'international, il n'y avait pas de place. Puis c'est les entrepreneurs, les entreprises qui ont dû construire des logements ou convertir des presbytères puis pour loger tout le monde. C'est ça. Sauf que nous autres, on n'a pas de presbytère. Il faut que vous les construisez, puis ça, il doit y avoir de la préfabrication, tout ça, parce que construit tout ça. Tu disais, on n'a pas de poignée de porte, il faut la commander. Imagine construire une maison. C'est ça, c'est des appels d'offres. Puis évidemment, on veut faire travailler aussi les CRI. On veut que l'argent des CRI reste au CRI le plus possible aussi. Donc, souvent, on va permettre à des entreprises CRI de s'associer avec des entreprises du Sud pour faire un espèce de consortium c'est ça, pour être capable de construire nos choses, mais c'est beaucoup de gymnastique, beaucoup. Fait que là, département RH, tu as une direction RH sur toi. Es-tu toujours autour de 80 personnes oui, à peu près, dans ce département-là? Mais quand je suis arrivée, c'était pas 80, là, on était plus, je dirais, 30, 40, ça. Okay. Ça s'est développé beaucoup avec les années, là. Fait que sous ta houppette, il y a combien de personnes sur les 3500 employés? J'oserais dire, je sais pas, 300, 400, 500, je sais pas. Okay. Comment ton quotidien a changé? Tu sais, dans une organisation, tu sais, t'es DRH dans une organisation de 50 employés, tu as beau avoir le titre de DRH, c'est pas le même job que dans une organisation de 3500 ou de 2000. Ça a l'air de quoi, ton quotidien? T'es en auto, t'es dans ton chien, t'es tout le temps depuis la COVID, beaucoup de rencontres en Teams qui se fait, évidemment. C'est le fun, puis c'est moins le fun. On s'ennuie des fois des discussions de corridor, hein? Ouais. Des cartes de porte, là, on réglait bien des affaires comme ça. Hein? Là, on l'a moins un petit peu, ça. Mais le quotidien, c'est des rencontres par-dessus rencontres, pratiquement non-stop à longueur de journée. Là, donner du soutien, débloquer des affaires qui ne marchent pas, des programmes qui, pour une raison X, je sais pas, une facture qui dort à quelque part, ça n'a pas été payé, comment ça? Puis le fournisseur veut se faire payer. Puis tu cherches à trouver ça. Puis le quotidien, il est fait de multiples rencontres. J'allais te demander, puis la paye, tu sur le RH finalement, mais là, c'est toi parce que tu as les finances de toute façon. C'est ça, bien, dans le département des finances. La paye est dans les finances. Et les relations sont très bonnes. J'ai envie de dire, je suis chanceuse parce que j'ai une bunch de directeurs qui sont extrêmement compétents, mais aussi très collaboratifs ensemble. Il y a une très belle collaboration.
C'est que si on a un département qui vit des difficultés, on s'en parle, tout le monde ensemble, puis les gens j'aurai une ressource, je pourrais te prêter pendant un bout, est-ce que je peux faire quelque chose? Je vais faire tel document à ta place. Tu sais, les gens collaborent énormément ensemble. C'est que ça fait un département administratif extrêmement fort. Et aussi fort que le plus faible de ses maillons. Hein? C'est sûr que c'est aussi le département où toutes les difficultés, les problèmes arrivent aussi. Là, fait que s'il y a un tuyau qui pète à quelque part, ça arrive aussi. Il fait froid dans le nord. Qu'est-ce que vous faites? On a parlé de plusieurs choses qu'on peut s'inspirer. Y a-t-il d'autres choses pour tout d'avoir travaillé au Sud puis d'avoir vu qu'on pourrait s'inspirer de programmes que vous avez mis en place, de choses que vous faites ou d'organisation du travail qu'on pourrait s'inspirer? Mon Dieu. Ça fait longtemps que je suis partie du réseau du Québec, hein, du Sud du Québec. Ça fait que je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils en sont rendus. C'est sûr que nous autres, on est une petite organisation. Fait qu'on connaît bien les gens. On connaît les gens. On connaît les particularités de chaque petite communauté. Dans le Sud, c'est des méga organisations. Je ne sais pas le sentiment d'appartenance, comment ils réussissent à le développer ou à le faire vivre. Nous autres, je croirais que c'est plus facile. Parce que moi, la porte est ouverte, les gens peuvent venir me voir. Le DG est tout le temps là aussi. Tout le monde peut aller parler avec le DG. Tout le monde a son numéro de téléphone. Là. Ou à peu près. Ça fait que, c'est... Sinon, c'est le beau-frère de la deuxième. Exactement, c'est ça. Ça fait que, on est tout le temps... On est proche des gens. On est très proche des gens. Ça fait que la hiérarchie est là, mais pas si présente que ça. Là, c'est pas quelque chose avec lequel... qui nous sert d'outil pour arriver à quelque part. Là. OK. Puis la jeunesse crie. Est-ce que voit ça? Est-ce que ça crie? Tu parles à l'école, c'est différent, tout ça. Est-ce que tu as senti une transformation ou un désir ou une ouverture davantage? Avez-vous des médecins qui? Avez-vous des gens qui visent des études supérieures? De plus en plus. De plus en plus, oui, il y a quelques médecins inscrits qui viennent pas de toute la baie James. Il y en a qui peuvent venir du nord de l'Ontario ou même d'autres provinces canadiennes. Là. Qui viennent d'un peu partout. Des CRI, il y en a à la grandeur du Canada. Et oui, on fait des salons de l'emploi, par exemple, et les jeunes viennent. On va dans les communautés, les jeunes viennent, s'intéressent aux professions, puis ils s'intéressent à qu'est-ce qu'on peut leur offrir éventuellement. Puis si je fais tel cours, mais le défi de l'éducation demeure là très, très, très important, compte tenu de la difficulté de recruter des professeurs. Ça reste là. Mais oui, les jeunes sont intéressés. Nos programmes... Internet a dû démocratiser l'accès à l'info, puis oui, aussi. Oui, mais on a une communauté que l'Internet, ça fait pas longtemps qu'elle est arrivée. Ça fait que t'allais là, t'avais pas de réseau cellulaire, t'avais pas d'Internet, t'étais un petit peu dans un autre monde. Là. Ça fait quelques années que c'est arrivé seulement. Ça fait que, tu sais, je pense qu'il nous voit aller, puis des fois, je dis ça des fois à mon DG, c'est quelqu'un qui te regarde aller, peut-être qu'il n'a pas envie de faire ta job. Parce que lui, il court partout, puis il est tout le temps pris, puis il travaille 7 jours sur 7. Mais il faut rendre nos jobs intéressantes aussi. Il faut montrer que ça peut être le fun, puis qu'il y a moyen d'y arriver. Puis c'est pas vrai qu'on n'a pas de vie. Il faut s'en créer une. Et dans la culture, on peut avoir ça, cette vie-là. Il faut en profiter, je pense. Il y a quelqu'un qui travaille en RH au Sud, qui n'est pas nécessairement dans le réseau de la santé, puis qui voudrait travailler pour vous autres. Il y a quand même des opportunités. Absolument. Puis, le noyau du travail, si tu fais de la rémun, tu fais du DO, de la formation, va être similaire, mais c'est dans ta pratique, dans ta façon de faire. Oui, exactement, c'est ça. Dans ta relation avec les autres, être capable de trouver une façon flexible de résoudre des problèmes pour les gens, là, être capable on a des marges de manœuvre. Alors, des fois, il faut être capable, de les identifier et de dire, OK, comment on peut faire ça? Puis d'arriver à résoudre le problème de la personne. Mais on a cette chance-là aussi. On est loin. On est loin du ministère, tout en étant proche, mais ça nous permet justement d'être capable de dire,
Ben, pour attirer plus d'infirmières dans mon petit village qui n'a pas de route pour y aller, ben, j'ai l'opportunité de leur offrir des vols d'avion gratuits pour qu'ils prendre une grande fin de semaine puis descendre voir leur monde. Ce que tu n'as pas ailleurs, parce que moi, je contrôle les avions, tu sais. Ouais. Alors, je peux dire, ben, les 3 infirmières-là, ils ont besoin d'un petit break. Ce serait le fun qu'ils se prennent une fin de semaine de 3-4 jours. J'ai-tu de la relève pour les remplacer? Oui. On les embarque sur l'avion, on les descend. Ça ne lui coûte rien. Tu sais. Y en a-tu qui vont là avec leur famille? Ben oui. Oui? Ben oui. OK. Fait que les familles s'en vont là aussi. Oui, les familles s'en vont là. Ça, on a tout le temps le défi des maisons, là, mais... Oui, mais si tu as une maison pour la personne, il n'y a pas juste une chambre, j'imagine. Non, c'est ça. On a des constructions récentes aussi qu'il y a, là, avec plusieurs chambres. Puis, fait qu'on s'adapte. Si tu as 2 enfants, ça veut dire une maison avec 3 chambres. Tu sais? C'est quoi les idées préconçues ou les préjugés les plus difficiles en recrutement tu sais, les gens pensent, mettons, le fret ou qu'ils vont se faire attaquer par un ours. J'ai aucune idée, là, mais c'est quoi les idées préconçues les plus qui collent au corps et que... L'inaccessibilité, je pense, d'être loin. T'es loin de tout. C'est vrai que t'es loin. T'es loin de tout. Mais en même temps, on a tout ce qu'il faut. Tu sais? Ouais. Et des fois, l'Internet marche pas, puis des fois, le câble marche pas non plus sur ta TV pendant quelques jours. Tu sais, c'est bon. Mais tu sors dehors. Mais je pense que c'est ça. On présuppose que c'est loin, inaccessible, que c'est des milieux hermétiques, alors que pas du tout. Quand tu vas, on appelle ça le centre d'achat, là. C'est un grand mot. Mais les gens à l'épicerie, ils vont te parler, ils vont s'informer de toi. Puis, Qu'est-ce que tu vas faire avec ton piment à 12 piastres, toi? Exactement. Des fois, on le partage. Notre voisin de porte. Là, Vraiment, vraiment fascinant. Puis, tu sais, on avait travaillé ensemble. Puis, ça, c'est un moment, je suis vraiment content de la conversation aujourd'hui. On est presque rendu à la fin. Je prends 10 secondes de votre temps pour remercier encore une fois notre partenaire ANSIA pour la réalisation de ce podcast Leader RH, puis de mettre en lumière des leaders d'ici. Qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette? Ta plate? Ma plate, on vient ça fait pas 6-8 mois, on vient d'acquérir une grosse pourvoirie. Une pourvoirie? Une pourvoirie vraiment, vraiment isolée dans le nord, là. La pourvoirie Mirage, pour ceux qui sont amateurs de pêche et de chasse. Alors, on vient d'acquérir. C'est un avantage social pour les employés. À la pourvoirie des vacances? Ben oui, éventuellement, on aimerait ça être capable de le développer comme ça pour être capable de dire, ben là, OK, je pars, je vais là 2-3 jours, je vais à la pêche, je vais à la chasse. Mais l'objectif principal, c'est d'être capable de faire vivre à nos employés, à notre population, des programmes sur le territoire, des programmes de guérison sur le territoire, des affaires culturelles, des cérémonies culturelles. Alors, actuellement, on a 2 sweat lodge, c'est quoi en français? Chambre à sueur? Ouais, c'est ça. C'est des espèces de tipis dans lesquels on va se purifier. C'est une cérémonie particulière par la chaleur. Et il y a une autre construction qui est immense. Il y a un nom aussi pour ça que je ne connais pas. Le sol est tout en sapinage. Alors, quand tu vas là-dedans, tu t'assois sur le sapin à terre. Puis là, c'est une place où les gens vont là pour guérir. Fait que là, on a plein de rénovations à faire, plein d'aménagements à faire. Il y a une piste d'atterrissage qui est là, mais il faut la rendre conforme aux normes. En tout cas, il y a plein de choses. Fait que ça, c'est... Fait que ça doit devenir un établissement de soins, de traitement comme n'importe quel autre établissement. Culturel, c'est ça. Pas de soins physiques, mais de soins vraiment culturels où les gens vont aller là vraiment pour faire des... Le deuil, la dépendance, tout des... Exactement. Et ils vont déjà. Okay. Ouais, c'est juste pas tout à fait adapté, là. Puis ça, c'est sous ta houppette. Oui, encore, oui, c'est ça. Fait que moi, je suis en train avec un collaborateur, on développe un plan d'aménagement de ce site-là pour les 5 prochaines années avec les priorités, puis les coûts, puis voir comment on va faire ça, là. Puis pour que d'ici 5 ans, ce soit 100% fonctionnel pour tout le monde qui veut aller là, faire une réunion, faire une formation,
aller juste prendre du temps pour lui, il va pouvoir y aller. C'est vraiment... C'est un monde. Ouais, c'est un monde. C'est vraiment un monde. C'est ça. J'espère y aller cet été, taquiner la truite. Mais c'est loin, c'est loin. Fait que c'est-tu dans une des communautés actuellement ou c'est ailleurs en plus? C'est complètement tu avais 8 communautés, là, tu vas avoir 8 communautés puis une pourvoirie. Exactement. C'est ça. Vraiment, vraiment intéressant. Liliane, on atterrit en douceur. Mm-hmm. J'ai un petit jeu d'accueil et intégration que j'ai fait il y a quelques temps avec une collègue. C'est des questions, il y a différents types de questions. Je vais y aller... vie personnelle. Ouais, parce que, leader, il y a des questions où vie au bureau. Avec qui j'en ai une question. C'est qui le plus malcommode au bureau? Là? Qui joue tout le temps des tours? Là? C'est le temps de le nommer. Le plus malcommode, c'est le DG. Ah oui? Ah oui, c'est Daniel, c'est sûr que c'est... Bon, c'est fait, c'est identifié. Fait que, on pige une question. Ah, tiens. Puis, c'est bien simple, tu réponds. OK. C'est comme un jeu de tarot. Oui, c'est le tarot. Vie personnelle, as-tu le syndrome de l'étudiant, procrastiner et tout finaliser la veille de la remise des grosses avec un gros stress? Non, pas du tout. Moi, j'aime ça être d'avance, j'aime ça être préparé, j'aime ça prendre le temps de réfléchir à mes affaires. Si je sais que je vais avoir, je sais pas, un article à écrire pour le journal des employés, mais je vais m'y prendre 2-3 semaines d'avance, puis je vais faire plusieurs tentatives, plusieurs ajouts, puis je vais le faire lire pour être sûr que ça répond. Non, j'aime pas ça la dernière minute. OK. Je répondrai pas à cette question-là. Ceux qui me connaissent, ils vont savoir que moi, je suis du syndrome d'étudiant. J'ai jamais fini d'étudier, faut croire. Je suis à la dernière minute. Merci infiniment. Je te souhaite... Tu dis que ta relève est prête, mais il te reste quelques années encore. Oui, j'espère. Puis éventuellement, même après, je me vais faire d'autres choses. On change de travail, mais on ne meurt pas. Là, on continue. Ouais. Merci infiniment. J'ai adoré ma conversation. Merci, Michel.